communication plus efficace et accessible. Ma dernière question, ne risquez-vous pas de voir les salariés sortir de leur périmètre pour influencer les bénévoles dans la direction stratégique de votre mutuelle, marginalisant ainsi leur rôle? Alors, les périmètres de chacun sont bien définis, à chacun sa mission et son rôle. Notre organisation est construite autour de règles, de manière à garantir l'autonomie du bénévole dans sa prise de décision. Alors, vous avez des chiffres à nous donner? Oui, notre mutuelle est organisée autour de 8 territoires politiques. Le nôtre ici est le territoire Auvergne-Loire. Les délégués bénévoles sont répartis partout en France et sont élus pour 6 ans. Nous avons donc 8 conseils territoriaux qui animent la mutuelle et son action de proximité. Il y avait 409 délégués à l'Assemblée générale cette année. Nous avons 36 membres au conseil d'administration et 2 administrateurs qui représentent les salariés. Et comment sont organisés les pouvoirs de chacun? Le conseil d'administration, qui est élu par l'Assemblée générale, est garant des orientations et des intérêts des adhérents et de leur droit à l'accès aux soins. Il se prononce notamment sur les orientations stratégiques, politiques et budgétaires de la mutuelle. Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil d'administration. La gouvernance politique et la gouvernance opérationnelle de la mutuelle sont réunies au sein du comité exécutif. Il est composé des membres du bureau et des membres du comité de direction. Vous noterez que la communauté politique agit en complète autonomie, sans interférence avec l'opérationnel. Les collaborateurs partagent le même projet et notre boussole, c'est un travail en intelligence collective entre collaborateurs et bénévoles. C'est notre projet mutualiste. En conclusion, pouvez-vous nous parler de ce que représente le projet mutualiste pour Aesio? Évidemment, c'est notre identité, c'est notre ADN. Aesio est résolument un acteur solidaire et responsable. Nous sommes attachés aux 3 valeurs phares de la mutualité: solidarité, liberté et démocratie. Sans actionnaires à rémunérer, notre modèle économique est au service de ceux que nous protégeons, pour répondre à leurs besoins et attentes, et cela avec un haut niveau d'exigence. Il y a en France 11 millions de bénévoles. Le bénévolat est donc loin d'être fini. À nous de nous réinventer pour renforcer l'implication des membres, améliorer la transparence, rassembler autour d'un projet et susciter une prise de conscience pour une société plus responsable, équitable et utile. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter, Madame Fournery? Oui, pour vous donner un exemple d'un engagement Aesio important pour moi, dimanche, on a eu à Coubon un concert solidaire qui a été engagé au profit de l'association À Vélo Sans Âge. Cette association se mobilise pour briser l'isolement, encourager la mobilité et favoriser le bien-être des aînés. C'est un projet qui a vu naissance à Copenhague, en fait, pour pouvoir permettre aux personnes âgées qui sont en EHPAD de sortir et de pouvoir avoir du lien avec leur environnement. Donc les fonds qui ont été récupérés lors de ce concert, et c'était important puisqu'on a eu plus de 100 personnes à ce concert, ils iront directement à l'achat d'un triporteur. C'est un triporteur électrique qui a une valeur de 13 000 €, donc c'est un coût important, et l'association a vraiment besoin de partenariat pour financer ce triporteur. Donc là, ce véhicule, il va être acquis pour offrir des balades aux résidents des EHPAD, donc de 5 EHPAD autour du Puy-en-Velay. Et cette initiative, elle vise vraiment à redonner de la liberté à nos aînés pour permettre aux résidents de continuer à se sentir connectés aux autres. L'organisation de ce concert solidaire, il a été initié et porté par des délégués qui se sont énormément investis, et ça a été aussi rendu possible par l'accompagnement des équipes des collaborateurs d'Aesio Mutuelle. Merci Myriam Fournery. Merci Myriam Fournery. Vous pouvez retourner à votre place. Après les témoins de la défense, nous allons appeler le premier témoin cité par l'accusation, Madame Simone Momin. Vous êtes présidente de l'épicerie sociale et solidaire des 4 Ponts Andrézieux-Boutéon. Pouvez-vous venir à la barre? Madame Momin, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt du bénévolat? Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci. Vous allez être interrogé par le procureur et par l'avocate. Mais avant cela, pouvez-vous décliner votre identité et vous exprimer sur les raisons de votre présence devant cette cour? Alors, je m'appelle Simone Momin, je suis mariée, sans enfant.
J'habite Andrézieux-Boutéon. Très jeune, j'ai découvert le monde associatif et je pense que c'est cela qui a fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai également été élue 13 ans adjointe aux affaires sociales sur la commune de Bonson. C'est lors de ma dernière année de mandat qu'avec 4 à 5 personnes, nous avons réfléchi à la question de l'aide alimentaire. Car si elle permet à un public très précaire de pouvoir s'alimenter, nous constations que certaines personnes étaient maintenues dans l'assistanat faute d'une autre structure. Notre objectif était alors de créer une passerelle entre le colis alimentaire et le commerce traditionnel. Avec presque 3 ans de réflexion, nous avons créé l'épicerie solidaire des 4 Ponts. Qu'est-ce que c'est ? C'est un magasin style supérette de quartier où les personnes en difficulté économique, orientées par les travailleurs sociaux, peuvent acheter librement des produits alimentaires de qualité, des produits d'hygiène et d'entretien qu'ils paient à 30% du prix moyen du marché. Cette économie de 70% leur permet de réaliser un projet qui peut être réduire un découvert bancaire, payer un retard de loyer ou de charge, payer des frais médicaux ou éventuellement démarrer une formation pour un retour à l'emploi. Ce projet est à réaliser pendant l'accès de leur présence à l'épicerie. C'est pour cela que la personne bénéficiera aussi de l'accompagnement d'une conseillère en économie sociale et familiale. Le fait de choisir et de payer les produits permet à la personne de garder toute sa dignité. À travers notre association, nous défendons des valeurs telles que la tolérance, la bienveillance, la discrétion, le non-jugement et le respect de la culture et des habitudes alimentaires de chacun. Merci madame. Monsieur le procureur, madame l'avocate, le témoin est à vous. Merci, Monsieur le Président. N'est-il pas vrai que la gouvernance de votre épicerie souffre d'un manque de clarté dans la répartition des rôles, entravant l'intégration efficace de nouveaux bénévoles ? Je ne pense pas du tout qu'on puisse dire cela. Nous ne manquons pas de clarté et je vais vous le démontrer. En effet, nous fonctionnons avec un bureau où chacun a une responsabilité précise. Présidente, secrétariat, trésorier, responsable de classe, responsable appro, responsable magasin, responsable de la maintenance. Le conseil d'administration est composé de 3 collèges, un collège d'élus, sans droit de vote bien sûr puisqu'ils nous versent des subventions, un collège association et un collège bénévole et particulier. Le trésorier, pour plus de transparence, a souhaité faire la comptabilité quotidienne entouré de 2 bénévoles. De plus, lors des rendez-vous ou des entretiens, nous fonctionnons au moins toujours à 2. Il me semble, madame l'avocate, que la réponse de madame Momin est très claire. Néanmoins, madame, pouvez-vous quand même nous apporter des précisions sur l'intégration de vos bénévoles au sein de votre association ? Oui, lorsqu'une personne demande à être bénévole, il y a toujours un entretien pour savoir ce qu'il connaît de l'association. Pourquoi il choisit l'épicerie ? Pourquoi il souhaite s'engager ? Quelles sont ses motivations et ses disponibilités ? Nous expliquons alors les objectifs de l'association, les valeurs que nous défendons. Nous soulignons l'importance de respecter son engagement pour que tout fonctionne correctement, surtout lorsqu'il s'engage dans le magasin. Nous lui présentons les différents postes, les horaires. Nous informons aussi qu'il y a une réunion de bénévoles tous les 2 mois et qu'il est important d'y participer. De plus, la personne nouvelle est accompagnée par un bénévole lors de ses 2 ou 3 premières venues dans l'épicerie. Nous avons aussi instauré une période d'essai d'1 mois. Si je comprends bien, tout est mis en œuvre pour que le bénévole soit bien intégré, comprenne ses fonctions et trouve sa place dans votre épicerie ? En effet, au bout d'1 mois, la personne me fait part de sa décision. Si elle s'engage, elle dit où elle se sent le plus à l'aise. Je lui demande alors de signer l'engagement, de payer la cotisation, car cette cotisation lui permettra d'être assurée en cas de problème à l'épicerie.
Alors, une autre question. Comment expliquez-vous le flou apparent des projets associatifs de votre épicerie qui semblent souvent élaborés sans réelle concertation ou évaluation? Je suis vraiment pas d'accord avec vous. Les projets et les décisions importantes sont dans un premier temps étudiés en bureau, puis ces projets sont présentés lors de la réunion des bénévoles, ils sont débattus, ils sont acceptés ou non. Cela montre bien l'engagement des bénévoles, l'expression de chacun est importante pour nous. Je précise qu'à ces réunions de bénévoles, sur la moyenne de l'année 2022, 80 à 85% y ont participé. Je pense que c'est quand même pas mal et qu'ils sentent là l'importance de cette réunion et de la prise de décision ensemble. Comme vous pouvez le constater, tous ces bénévoles sont vraiment intégrés dans le fonctionnement de l'association. Merci pour votre explication du processus. Maintenant, pouvez-vous nous apporter une preuve concrète de ce que vous avancez? Alors oui, je prendrai 2 exemples. Le premier, lors de notre installation, nous avons récupéré les rayonnages d'un magasin qui fermait. Suite à un appel à projet l'an dernier, nous avons eu le financement qui nous a permis de revoir tout l'aménagement de notre magasin. Une des bénévoles nous a fait rencontrer un de ses amis qui a une entreprise justement d'aménagement de magasin. Avec elle, nous lui avons présenté notre projet qu'il a réalisé et qui nous a d'ailleurs fait une réduction. Le deuxième exemple est aussi important. Une bénévole nous a mis en lien avec un producteur qu'elle connaît afin que nous puissions acheter des produits de qualité et locaux et à moindre coût. Merci. Par ces exemples, nous comprenons mieux l'investissement et la participation de vos bénévoles au projet de votre association, chacun apportant sa propre pierre à l'édifice. Autre question. Pouvez-vous nier que l'inefficacité de vos outils et procédures internes a conduit à une communication défaillante et à une démotivation de ses membres? Alors, il faut bien reconnaître que pour nous, au début, l'informatique n'était pas très familier. On n'est pas né avec une souris dans les mains, au moins notre génération. Et pour communiquer, nous rencontrions quelques difficultés. Une fois ces faits constatés, vous n'êtes pas resté les bras croisés, j'imagine. Qu'avez-vous alors mis en place face à cette constatation? Alors en effet, on n'est pas resté les bras croisés. Et en 2018, nous avons eu l'opportunité de bénéficier d'un bénévolat de compétences. Nous avons donc choisi de nous faire accompagner sur la communication. Rappelez à la Cour et aux jurés, s'il vous plaît, Madame Momin, ce qu'est un bénévolat de compétences. Alors, un bénévolat de compétences, ce sont des entreprises qui proposent des journées pour aider les associations dans leurs activités. Ça peut être administratif, la gouvernance, la communication. Le but étant de profiter du savoir des salariés pour aider les associations dans un domaine où elles se sentent un peu en difficulté. C'est très intéressant. Vous avez fait donc appel au bénévolat de compétences dans le domaine de la communication? Oui, c'était vraiment notre gros souci et donc nous avons choisi de nous faire aider. Du coup, on a pu créer des outils avec ces salariés, un slogan, une plaquette de présentation, un site internet et un document informatique. Document informatique que nous utilisons comme support lorsque nous rencontrons par exemple les chefs d'entreprise pour des demandes de mécénat. Depuis, nous avons appris à nous débrouiller tout seuls et par exemple, ce support, nous l'adaptons en fonction de nos besoins lorsque nous rencontrons des partenaires financiers, présenter notre association ou lors d'entretiens d'intervention dans les lycées. Très bien. Et alors, une fois ces outils mis en place, avez-vous observé un changement de comportement au sein de votre association? Oui, bien sûr, cela crée une nouvelle dynamique. Ce support permet aux bénévoles eux-mêmes de présenter, s'ils en ont besoin, l'épicerie. Quant à la communication interne, nous y faisons très attention. Et alors, par quels moyens? Alors, par exemple, toutes les semaines, j'envoie à l'équipe les plannings pour les 2 semaines à venir pour qu'elle puisse s'inscrire aux différents postes à pourvoir dans l'épicerie. Et j'en profite pour donner les dernières infos, comme par exemple le résultat de manifestation ou pour rappeler quelques dates à ne pas oublier. Pendant le Covid,
ces informations que j'ai pu donner a permis aux bénévoles qui avaient pris un peu de recul en raison du Covid et des risques sanitaires de suivre l'épicerie. Cela a été très important lors du retour à l'association. Ils ne se sont absolument pas sentis perdus. Si pour nous la communication s'est beaucoup améliorée, nous avons conscience que nous avons encore quelques lacunes pour la communication, surtout pour les réseaux sociaux. J'imagine que vous y travaillez. Oui, et on aimerait bien se faire aider d'ailleurs. De la même façon que précédemment, par du bénévolat de compétences? Pourquoi pas? Votre organisation ne court-elle pas le risque de voir les salariés dominer la stratégie, reléguant les bénévoles à des rôles secondaires et insignifiants? Avant de répondre à Madame l'avocate, pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, pouvez-vous nous préciser le nombre de salariés et de bénévoles dans votre association, Madame? Alors, on a 2 conseillères en économie sociale et familiale et nous sommes une équipe de 48 bénévoles formés aux différentes tâches, hygiène, accueil des bénévoles, l'alimentation, la présentation aussi du magasin. C'est beau. Et comment fonctionne alors la répartition des rôles? Alors, ce que nous avons voulu en créant cette épicerie, c'est que les bénéficiaires retrouvent une autonomie sociale et familiale. Nous avons conscience que ça passait par un accompagnement individuel et ce, par des professionnels. Les 2 conseillères que nous avons recrutées ont la charge de ce suivi des bénéficiaires ainsi que de l'animation collective. L'équipe de bénévoles, quant à elle, a la charge de tout ce qui est magasin, les stocks, la gestion des stocks et la recherche de financement. Personnellement, je m'occupe de la réunion de bénévoles, de parler de toute cette partie présentation de magasin, association. Les conseillères, quant à elles, partagent la partie bénéficiaire, présentent leurs animations et parfois demandent l'aide de bénévoles. C'est aussi le moyen, cette réunion de bénévoles, de partager les difficultés que nous rencontrons parfois avec les clients bénéficiaires. Et quel type de difficultés rencontrez-vous? Alors, par exemple, le client bénéficiaire a une somme allouée à dépenser à l'épicerie tous les mois. S'il prend plus de produits que la somme lui est allouée, il faut vraiment être diplomate pour lui faire reposer les produits, d'autant plus que ce n'est pas nous qui choisissons les produits qu'il repose. Donc, il faut faire très attention et ne pas le vexer. Madame l'avocate, cet exemple nous montre bien toute la bienveillance et le respect que nous pouvons observer chez les membres de cette association. Continuez, Madame. C'est clair que les 2 conseillères en économie sociale et familiale sont sous la responsabilité du bureau. Mais tout projet est étudié ensemble. C'est l'accord de tous qui permettra la réalisation d'un projet. Jamais un projet n'est accepté que par les bénévoles ou que par les salariés. C'est bien ensemble. Et est-ce que vous pourriez nous citer un exemple récent? Dernièrement, le Centre communal d'action sociale d'Andrézieux a demandé si les salariés pouvaient organiser des ateliers sur comment réaliser un repas à 4 € ou comment utiliser les restes. La demande est faite au bureau. Nous allons réfléchir en bureau. Si sur le principe on est d'accord, nous demanderons aux conseillères si elles sont d'accord pour l'annuler. Et c'est le bureau qui donnerait la réponse au CCAS. Dans une association, effectivement, c'est important que chacun connaisse bien sa place, salarié, bénévole. Et ça, dès le départ. Madame Momin, avez-vous d'autres choses à apporter à notre connaissance? Alors, je tiens à préciser qu'il nous arrive souvent de refuser des personnes qui demandent à être bénévoles chez nous. Actuellement, nous sommes déjà 48 et il faut que chacun puisse venir régulièrement pour sentir qu'il fait partie d'une équipe. Voir des personnes s'en sortir, se sortir de leur galère, reprendre leur vie en main, c'est ce qui motive les bénévoles, et moi-même, puisque je fais partie des bénévoles, d'avoir envie de venir à l'épicerie. Car on se dit qu'on est un peu pour quelque chose. C'est gratifiant et motivant. Pour nous, nous croyons que pour qu'une association fonctionne, il faut faire avant tout partie d'une équipe. Merci Madame Momin.
Merci Madame Mema, vous pouvez retourner à votre place. Je vais appeler maintenant le deuxième témoin cité par l'accusation, Christine Segretto du Centre social de Montbrison. Pouvez-vous venir à la barre? Madame Segretto, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt du bénévolat? Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je jure. Merci. Vous allez être interrogé par le procureur et par l'avocate. Mais avant cela, pouvez-vous décliner votre identité et vous exprimer sur les raisons de votre présence devant cette cour? Je m'appelle Christine Segretto, je travaille de façon libre et gratuite au Centre social de Montbrison. Donc je suis bénévole et je suis membre du bureau collégial. Le Centre social de Montbrison, c'est une association loi 1901 qui met à la disposition des usagers des activités diverses, qu'elles soient d'ordre éducatif, culturel et social. Il assure des services et mène des actions conformément à son projet social, accepté par ses financeurs qui sont la Caisse d'allocation familiale, le Conseil départemental, la Fédération des centres sociaux et aussi la ville de Montbrison. Il a été créé en 1973. Il a aujourd'hui 1300 familles adhérentes, 200 bénévoles et environ 600 000 € de budget. C'est un lieu d'accueil pour les populations les plus fragiles, donc les personnes en situation de handicap, les migrants, les familles monoparentales, les familles en difficulté, les personnes âgées isolées, les enfants en difficulté scolaire. C'est donc un lieu qui permet de lutter contre la solitude et l'isolement, un espace de rapprochement et de dialogue entre les âges et les conditions sociales. Les centres sociaux se placent dans le mouvement de l'éducation populaire et se réfèrent aux grandes valeurs fondatrices que sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Et ils s'efforcent de les mettre en pratique par leurs actions et leurs engagements. Monsieur le procureur, Madame l'avocate, le témoin est à vous. Alors, vous nous avez dit en entrée que vous faisiez partie d'une collégiale. Donc, on voudrait vous demander si cette gouvernance collégiale de votre centre n'est pas un masque pour cacher l'inefficacité et la confusion des rôles parmi vos bénévoles. Madame Segretto, pouvez-vous nous préciser, avant de répondre à Madame l'avocate, pourquoi vous avez étudié ce mode de gouvernance et quels en sont les motifs? Alors, en 2015, un an avant la fin de son 3e mandat de 2 ans, le président nous a annoncé qu'il ne souhaitait pas continuer. Donc les membres du bureau de l'époque ont commencé à réfléchir et à parler éventuellement d'autres modes de gouvernance, dont la gouvernance collégiale. Bon, certains membres pensaient que ça ne serait pas possible par rapport à la préfecture, d'autres que ça allait compliquer les choses avec nos partenaires qui ne sauraient plus trop à qui s'adresser. 6 mois après, nous cherchions encore un candidat pour la présidence, mais en même temps, l'idée de la gouvernance collégiale avait fait du chemin dans la tête de chacun. Eh bien, maintenant, je vous laisse répondre à Madame l'avocate. Eh bien, pour constituer cette gouvernance collégiale, nous avons commencé par faire une simulation. On s'est dit, si nous passons en gouvernance collégiale, comment on pourrait s'organiser? Donc nous avons demandé au président de lister toutes les tâches qu'il faisait au quotidien. Et puis nous les avons réparties aux différents membres du bureau, en cherchant à ne pas trop chambouler les responsabilités pour les partenaires. Les trésoriers resteraient trésoriers, les secrétaires resteraient secrétaires, le président continuerait les relations extérieures, et puis une autre personne se chargerait de l'animation des réunions, une autre des ressources humaines. Et aujourd'hui, il n'y a donc aucune confusion des rôles. Alors aujourd'hui, nous sommes 8 personnes au bureau collégial, 7 femmes et un homme. Bon, on pourrait avoir plus d'hommes, mais nous sommes très fiers d'être une association gouvernée par une majorité de femmes. C'est quand même pas si souvent. Voilà. Bon, sinon, pour la confusion des rôles, en réunion de bureau, nous étudions les dossiers tous ensemble. Mais ensuite, quand il s'agit de travailler en commission, chacun a sa responsabilité. Donc, il y a une personne qui anime les réunions, qui les prépare avec la directrice, une autre qui est trésorière, qui fait partie de la commission finance, une autre qui est secrétaire, une autre qui est relations humaines. Voilà, il n'y a aucune confusion des rôles. Et ce fonctionnement est particulièrement efficace.
Et si c'était à refaire? Alors là, nous le referions, mais sans aucune hésitation. Avec votre expérience, à quelle association conseilleriez-vous ce type de gouvernance? À des associations qui ont déjà un fonctionnement collégial. Ça paraît très difficile de passer en gouvernance collégiale si on est une association qui a un fonctionnement très pyramidal, où les décisions sont prises uniquement par le haut. Ou alors on pourrait le conseiller aussi à des associations dont les instances de décision fonctionnent bien, bureau, CA, commission de travail. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la direction soit partante. Et nous, au Centre social de Montbrison, toutes ces conditions étaient déjà réunies. Donc, pas de problème. Alors, n'est-il pas vrai, malgré votre prétendue gouvernance collégiale, que les projets de votre centre manquent de vision claire et d'évaluation rigoureuse? Prétendue gouvernance collégiale, mon Dieu. Tous les 4 ans, les centres sociaux doivent rédiger un projet social pour donner de nouvelles orientations à leurs associations. Donc certains le font faire par des organismes externes et à Montbrison, nous avons décidé de le faire nous-mêmes. C'est nous qui préparons notre projet social. Vous constatez, Madame l'avocate, l'investissement des personnes au sein de ce centre social. Donc pour ce projet, nous constituons à chaque fois un comité de pilotage qui se réunit fréquemment. Nous passons beaucoup de temps à l'évaluation de l'ancien projet et puis à la construction du nouveau, en invitant nos adhérents, nos partenaires, nos salariés, les administrateurs et les habitants à des ateliers participatifs où chacun, de son point de vue, définit le rôle du projet social pour les futures années. On insiste particulièrement sur la participation de chacun des acteurs pour cette évaluation. On demande aux adhérents aussi de faire des fiches d'évaluation de chaque activité de commission à mi-parcours, au bout de 2 ans, pour voir si on doit réorienter notre projet. Et à la fin, on fait tous ensemble une évaluation finale. Tout ce travail, ça nous permet d'avoir une vision vraiment claire de ce qui a été fait et de ce qui nous reste à faire pour les 4 années à venir. Et ensuite, ce projet, c'est un vrai guide pour les administrateurs et les salariés qui devront mettre en œuvre ensemble les axes prioritaires qu'on aura définis. Globalement, Madame Segretto, et honnêtement, vous diriez que votre projet social est bien suivi, mais quelles sont les preuves que vous pouvez avancer? Honnêtement, oui. Je peux dire que le projet social est bien suivi, parce qu'il est au cœur de toutes nos réunions. Les réunions de bureau, les conseils d'administration, les comités de pilotage, les commissions, les réunions avec les salariés. Certains s'en plaignent quelquefois. Et on se pose aussi systématiquement la question de savoir si nos actions sont en adéquation avec les axes qu'on a définis et aussi si nous respectons nos valeurs de démocratie, de solidarité et de dignité. Les preuves, mais venez au centre social, ce sont le nombre d'actions qui sont mises en place et le nombre d'habitants touchés par ces actions. Comment pouvez-vous justifier la faible opérationnalité de votre centre, caractérisée par une communication interne chaotique et un manque de compréhension des actions par les membres? Et Madame l'avocate, vous parlez de faible opérationnalité, mais c'est faux. Effectivement, la communication pourrait être un problème dans une gouvernance collégiale. Mais ça, nous l'avons tout de suite identifié, notamment pour la directrice qui doit communiquer avec plusieurs personnes. Donc elle envoie et elle reçoit de nombreux mails. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sans adhésion totale de la direction, cette communication interne pourrait effectivement mener à un manque de compréhension. Donc nous communiquons surtout par mail. On a essayé un espace numérique de travail, mais on l'a laissé tomber parce que nous sommes surtout très présents au centre social. Et la régularité de nos réunions de bureau et de conseil d'administration évite une communication chaotique. Alors, en ce qui concerne l'opérationnalité, on a aussi mis en place un registre des décisions. C'est-à-dire qu'à chaque bureau, on note les décisions qu'on a prises et puis on reprend périodiquement ce registre et on vérifie le suivi et l'application de ces décisions. Donc ça nous permet d'être opérationnels.
Merci Madame Segretto d'avoir apporté les preuves de ce que vous avez avancé, mais concrètement, quels sont les outils et les procédures que vous avez mis en place? Bon, il y a donc ce registre des décisions, et puis après, nous avons des réunions de bureau régulières, une fois par mois environ, des conseils d'administration tous les mois et demi, et chaque conseil d'administration est préparé au bureau qui le précède. Et le conseil d'administration du centre social, il est vraiment important à Montbrison. Nous sommes 22 administrateurs, plus 5 membres de droit titulaire, plus 3 membres associés, et la directrice qui participe en tant que salariée. Presque autant qu'à Aizio, hein. Et les ordres du jour de nos conseils d'administration, ils sont préparés en amont par le bureau collégial, avec une attention particulière qui est portée à l'expression et à la participation de chaque administrateur. En fait, l'ordre du jour, il est toujours présenté avec les rubriques suivantes. Donc, approbation du compte-rendu, bon, ça c'est pareil chez tout le monde. Ensuite, on a la présentation d'une commission ou d'une activité portée par un salarié. En fait, on y tient vraiment parce que ça permet aux administrateurs d'être bien informés de tout ce qui se passe dans le centre social. Ensuite, il y a l'actualité du centre social, donc plusieurs points sont abordés, bon, comme dans tous les CA. Et puis, un autre point très important, qu'on appelle la question à débattre. Donc là, on choisit une question de fond, souvent en lien avec les axes du projet social, et on prend un temps plus long d'échange et de réflexion en petits groupes, avec des outils d'animation afin de favoriser l'expression de chaque administrateur. Ce soir, il y a conseil d'administration au centre social, et la question à débattre, c'est « Faut-il réinventer le bénévolat ?» puisque tous les administrateurs sont en train de regarder le procès en visio. Voilà. Alors après, les décisions stratégiques qui sont prises en CA sont relayées par la directrice directement aux salariés lors de leur réunion d'équipe tous les mardis. Et puis chaque administrateur, puisqu'il fait partie d'une commission de travail, il peut aussi relayer les décisions auprès des adhérents dans chaque activité auquel il participe. Et tous ces outils et ces procédures permettent des allers-retours entre les adhérents, les salariés et les administrateurs pour une opérationnalité du centre plus efficace. Pour terminer, ne craignez-vous pas que dans votre centre, malgré la gouvernance collégiale, les salariés finissent par éclipser les bénévoles dans la prise en charge de décisions stratégiques? Nous rappelons à tous que les salariés ne prennent pas les décisions de gouvernance collégiale ou pas. Quel est le rapport salarié-bénévole dans votre association? Alors nous avons 10 équivalents temps plein salariés et 200 bénévoles au centre social. Et effectivement, gouvernance collégiale ou pas, c'est pas ça qui va changer. Ce ne sont pas les salariés qui prennent les décisions dans une association. Comme je l'ai dit plus haut, c'est le projet social et le conseil d'administration qui fixent les grandes orientations et qui permettent ensuite aux salariés de mettre en œuvre les axes prioritaires. Quand on a révisé les statuts en 2017, on a bien défini 2 entités. Donc d'une part, le centre social comme une structure avec la directrice et les salariés au service de notre projet et de nos missions. Et d'autre part, l'association, composée de bénévoles et chargée de développer un projet social au service des habitants. C'est-à-dire que l'association pilote le projet et la structure la met en œuvre. Et aujourd'hui, quels sont les effets positifs de cette gouvernance collégiale? Cette forme de gouvernance, elle a surtout permis de partager la responsabilité du centre, qui est quand même un gros centre social, je l'avais dit, 1300 familles adhérentes, 200 bénévoles et 600 000 € de budget. Mais on ne trouvait pas de président, surtout, pour être à la tête de cette association. Et malgré que notre centre social soit une association avec un nombre remarquable de bénévoles, donc nous avons 200 bénévoles à Montbrison, pour en moyenne 48 dans les autres centres sociaux de la Loire. Ces 200 bénévoles, ils représentent 3520 heures pour ce qui concerne les activités et les commissions, et 1836 heures pour ce qui concerne l'administration. Ça fait 35 heures par semaine. Donc la collégialité, c'est donc une vraie solution pour trouver des bénévoles qui acceptent de s'engager dans des responsabilités importantes.
Vous n'avez pas trouvé de président, mais beaucoup de présidentes. Le travail qu'elle a engendré n'a pas été un frein à votre motivation? Ah ben non, au contraire. À 8, on est plus fort. Elle nous a donné une véritable force de travail parce qu'on s'est engagé dans des dossiers. Au début, on a révisé tous nos statuts, on s'est inscrite à tout un tas de formations tous ensemble, on s'est engagé dans les renouvellements de nos projets sociaux, justement. Donc on passe beaucoup de temps, mais on y trouve aussi beaucoup de sens à cet investissement. Il y a aussi un effet boule de neige qui incite d'autres bénévoles à s'engager, parce qu'elle montre qu'il n'y a pas de place attitrée ou figée ou même inaccessible, mais que tout le monde peut prendre une place au centre social. Et concernant le renouvellement de nos bénévoles, au CA et au bureau, on a mis en place un statut d'observateur. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est un observateur? Un observateur, c'est une personne qui peut participer au CA ou au bureau, mais sans droit de vote. Mais par contre, elle peut s'exprimer de la même manière que les autres membres. Et puis, au bout d'un an, elle décide si elle s'engage ou pas. Mais au moins, elle a vécu le fonctionnement d'un conseil d'administration ou d'un bureau pendant une année entière. Ensuite, les nouveaux administrateurs, ils bénéficient d'un accueil particulier. On a rédigé un livret d'accueil dans lequel on a écrit l'historique du centre social, le fonctionnement, les droits et les devoirs des administrateurs, parce que ce n'est pas toujours clair pour eux. Et puis, on organise une réunion avec eux où ils peuvent poser toutes les questions qu'ils ont à poser par rapport au fonctionnement. Un pot d'accueil personnalisé en quelque sorte? Quelle chance! Oui, un pot d'accueil, mais une vraie réunion de travail aussi. Et pour conclure, Madame Segretto, que diriez-vous de ce que vous avez mis en place au centre social? Moi, ça fait 8 ans donc, que je suis membre de la gouvernance collégiale. Et donc, moi, je n'y vois que des effets positifs, une réflexion plus approfondie, plus de projets aboutis, plus de dynamisme, une responsabilité partagée et beaucoup de solidarité. En conclusion, vive la collégialité. Madame Segretto, merci. Vous pouvez regagner votre place. Pour ce procès, une deuxième experte a été nommée. Il s'agit de Madame Cécile Bazin, directrice de Recherche et Solidarité, qui va vous présenter ses conclusions. Pouvez-vous venir à la barre et décliner votre identité? Monsieur le Président, je suis Cécile Bazin, je suis directrice